Hello à toi, moi c'est Maureen et bienvenue dans le podcast Oh les Sœurs. Le concept ici, c'est la sororité. Avec respect et bienveillance, on se pose derrière un micro pour discuter entre femmes de notre quotidien et de nos expériences. Dans cette édition vente, j'ai décidé de donner la parole à des femmes qui travaillent ou ont travaillé dans le domaine de la vente, qui est un milieu compétitif et majoritairement masculin. Qu'elles soient commerciales, marketeuses, managers ou vendeuses, ici on n'axe pas la discussion sur la performance et les outils, mais plutôt sur des récits de vie, des retours d'expérience, des conseils à donner, des rêves à accomplir et des moments de fierté. Donc aujourd'hui pour cet épisode, j'accueille Linda. Linda, on ne se connaît pas personnellement. Je t'ai découverte sur le Slack Women in Sales et j'ai vu sur ton LinkedIn que tu étais directrice commerciale avec beaucoup d'expérience. Donc moi, c'est vrai, étant encore jeune sales, j'adore échanger avec des profils comme le tien parce que je trouve que ça donne toujours lieu à des échanges hyper enrichissants. Et puis, j'ai vu aussi que tu étais associée de Time for the Planet comme moi. Donc c'est vrai que ça m'a encore plus donné envie de t'inviter dans le podcast. Du coup, Linda, je te demande comment tu vas. Super, hello Maureen, ça va super. Je te remercie de m'avoir invitée. C'était avec un grand plaisir que j'ai accepté pour les mêmes raisons que tu as que tu as évoquées. Et je trouve ça vraiment top ce que tu fais. Donc ça permet de donner la voix à plus de femmes dans le domaine de la vente. Donc bravo pour ça déjà. Trop bien, merci beaucoup Linda, ça fait trop plaisir. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc Linda, 42 ans. Ouais, c'est un peu dur quand on annonce 42 ans. Je suis une ex-manager de Groupon. Donc, je sais pas si tu connais Groupon, donc c'est la marketplace Ok, des plans des ouais, achats groupés. carrément. Mais j'ai baigné dans la vente vraiment toute petite quand mes parents ont tenu un restaurant. Donc quand je dis dans la vente, c'est-à-dire que mon père, bon, allait exploiter un petit peu sa fille pour aller convaincre les clients d'acheter de la boisson. J'ai tout de suite découvert un peu la vente, qui était le métier en tout cas de la vente, et j'ai tout de suite axé mes études en ce sens. Donc j'ai un bac+4 dans une école de vente, vraiment vente pure, et j'ai Ok, débuté ma carrière sur le terrain chez l'Ireco, donc fourniture de bureau, où là c'est clairement une école de vente à la dure. Et au fur et à mesure de ma carrière, j'ai pu occuper différents postes de sales, que ce soit terrain, chasse, account management, sédentaire. Et donc le dernier poste, la dernière boîte que j'ai faite, donc c'est Groupon, où là ok. je suis arrivée à la création de la société. Hein, donc j'étais vraiment la première salariée de Groupon. Waouh. Ouais. Donc c'est fort et c'est vrai que c'est une belle histoire d'avoir participé à la création puis à l'expansion. Et donc très vite j'ai évolué. Donc j'ai commencé en tant que sales et j'ai très vite évolué vers un poste de management terrain sur Paris. Et puis après, très rapidement, quelques années après, j'ai évolué sur un poste de Head of Account Management. Donc, j'avais une équipe d'account manager où là, on gérait des comptes déjà existants qu'il fallait développer, faire la croissance et optimiser les comptes. Et puis, donc, depuis fin janvier 2023, je suis en train d'être à mon compte pour être freelance justement dans des startups ou groupes qui auraient besoin de pilotage commercial. Ok, d'accord, trop bien. Trop bien, ouais, c'est hyper riche comme parcours, du coup j'ai trop hâte de creuser avec toi. Est-ce que peut-être tu pourrais me donner, s'il y en a qui te viennent, je sais que c'est pas une question très facile, mais 3 adjectifs qui décrivent ta personnalité? On m'a toujours dit, enfin, alors tenace, ça paraît cliché, mais vraiment, c'est-à-dire que le métier de la vente, pourquoi le métier de la vente me passionne, c'est ce qui est gratifiant, c'est de passer du non au oui. C'est hyper satisfaisant et donc c'est ce qui fait que je pense a pu expliquer ma entre guillemets ma réussite hein, sans prétention, mais voilà qui m'a permis d'évoluer. Donc la ténacité. Ensuite, je dirais l'authenticité, encore une fois sans prétention, je veux pas paraître parce qu'on dit ouais moi je suis une vraie, je suis authentique, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est vraiment, je pense que ce que les clients apprécient quand un client signe avec toi, c'est pas seulement avec la boîte, mais signe avec toi aussi, donc c'est important Grave. de le souligner. Et puis ben je voilà, enfin enfin pas c'est-à-dire dynamique, j'ai la persévérante, voilà, je suis quelqu'un qui travaille énormément. On dit souvent parfois que les meilleurs commerciaux sont ceux qui travaillent le moins. Et pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec cet adage. Je suis vraiment, j'ai vraiment dû beaucoup bosser pour en arriver là, comme beaucoup d'autres nanas commerciales qui ont dû beaucoup bosser pour en arriver là où elles sont.
Trop bien. C'est des qualités qui s'appliquent tout à fait à ce métier-là. Du coup, bah, il te va comme un gant, je pense. Merci. C'est top. Qu'est-ce que, la question que je pourrais te poser maintenant, vu que tu nous as fait une petite overview un petit peu de ton parcours, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier-là? Tu as commencé un petit peu à y répondre quand tu nous as décrit, les qualités, tes qualités, mais voilà, qu'est-ce qui te plaît le plus? Alors, ça va être, en fait, lorsqu'on rentre en contact avec un prospect, donc il y a toute la phase de découverte, même de préqualification avant. Il y a tout ça, il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver au closing. Et malgré tout, ça reste le closing, même si ça peut paraître évident, parce que quand il y a la signature d'un contrat, quel que soit le secteur d'activité, c'est l'aboutissement en fait d'un travail acharné Mmh. antérieure. Et c'est cette étape-là qui me comment dirais-je qui me fait vraiment kiffer. Et je donnerai une deuxième aussi et que j'ai découvert du coup ces dernières années, qui n'était pas le cas avant. C'est justement comment faire de la croissance avec un compte qui existe déjà, un compte client qui est déjà dans ton portefeuille. Comment tu Grave. peux réussir à le faire exploser encore plus. Et ça, c'est hyper gratifiant parce que, enfin, c'est hyper stimulant parce que tu vas vraiment chercher dans le moindre détail. Et c'est pour ça que la partie analytique dans la vente, c'est hyper important. Parce que justement, tu vas chercher dans les détails qui va te permettre de faire fructifier un compte. Donc, voilà. Donc, la partie closing où tu es satisfait, tu te dis, bon, bah, ça y est, ça aboutit. Et puis, la suite, du coup, l'après-closing, l'après-vente. Ouais, ouais, c'est ça, je comprends. Moi, pour te reciter un petit peu, je suis BDR Oui. chez Samy, qui est une start-up dans la green tech et du coup, j'ai été account executive, pendant presque 2 ans, dans le B2C, dans une école de création numérique en ligne et de moi-même, de mon plein gré, hein, je suis passée, BDR, dans le B2B parce que, j'avais besoin de tester la prospection. Je sentais, tu vois, dans la veille que je faisais que ça allait quelque chose qui allait me plaire Mhm. et pour le coup, moi, ce travail avant rendez-vous, qui est autant soit peu galère, Mhm. c'est vraiment, c'est très très dur, surtout là en ce moment on est en période de vacances, donc c'est très très dur de garder le moral et le cap. Mhm. Mais du coup, c'est vrai que cette chose que tu décris, ce bien-être voilà, dans le closing et le fait de pouvoir upsell, justement quand on fait de la compte management, etc., moi je le retrouve vraiment dans cette prise de rendez-vous Ouais. qui est justement hyper challengeante et hyper galère. Est-ce que toi, tu avais déjà été exclusivement BDR ou SDR ou c'était des postes qui sont peut-être assez récents? Je sais pas si il y a... Alors, c'est des postes assez récents, mais avant, c'était Ouais, commercial sédentaire, commercial ou ouais, même télé prospecteur. Donc, c'était des termes moins jolis que ce qu'est aujourd'hui. Mais c'est vrai que un de mes premiers jobs, je faisais beaucoup de jobs étudiants au début. C'était, voilà, je devais prendre des rendez-vous pour des ingénieurs commerciaux, par exemple, pour des SS2I, donc qui sont anciennement les ESN. Et c'est vrai, là, ce que tu dis, c'est très, très dur. Quand tu fais des codes calling, tu te prends des noms tout le temps, ça m'intéresse pas. Parfois, le fichier n'est même pas ouais. bien qualifié, donc tu dois quand même requalifier le fichier. Ou des fois, t'appelles un prospect qui est déjà client chez toi. Donc, enfin, t'as toute cette étape qui est perdue. Et c'est vrai que c'est pour ça que je parle d'étape de closing qui est l'étape ultime et qui m'a préférée parce que c'est toute la sueur de ton front qui finalement, ça y est, t'as réussi à signer ou t'as réussi à obtenir un rendez-vous. Et du coup, c'est ta récompense. Tu vois, ça y est, t'es célébré, ton closing célèbre toute ta démarche antérieure. Et c'est vrai que à l'époque, ou même quand j'étais même j'ai fait beaucoup d'alternance aussi, et je devais, il y a toute une, enfin ouais, prise de rendez-vous ou même vendre parfois des petits contrats et après ça passait à des gros comptes. Et ben dans un univers hyper concurrentiel en plus, parce que ça aussi, hein, Ouais. c'est que indépendamment du job en soi, il y a des secteurs qui sont quand même hyper concurrentiels par rapport à d'autres. Et c'est vrai que là, je te rejoins, c'est pas forcément évident, mais quelque part, c'est ce qui forge ton. Quand je parle de ténacité, c'est justement, Ouais. ça te forge, ça te forme. Faut avoir beaucoup de patience, c'est clair. Faut pas baisser les bras. C'est facile de dire faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Là, on parle de manière spontanée, mais il y a plein d'astuces pour justement ne pas baisser les bras,
pour être patient, parce que de toute façon, ça finit toujours par aboutir. Ouais, c'est clair. Enfin, ouais, avoir un contrôle sur les efforts qu'on fournit. On en parlait avec Laetitia Mmh. dans son épisode, même si on contrôle pas le résultat Mmh. après. Et pour toi, c'est quoi le plus dur peut-être dans ce métier, vu que tu as touché un petit peu à tout? C'est le fait de se prendre des portes en prospection, le fait de passer à ça du closing alors qu'en fait ça part chez le concurrent, ou le fait qu'il y ait du churn en account management? C'est presque tout dit. Mais tu vois, tu Toutes les hantises, ouais. toutes les hantises des sales. Alors effectivement, la prospection, terrain, j'en ai fait beaucoup, même chez Groupon, parce qu'au départ, Ah waouh! c'était et je me souviens d'une scène, d'un scène, enfin d'une scène, j'ai poussé la porte d'un restaurant dans le 4e, vers Châtelet, et donc à Paris, hein. Et en fait, j'avais fait ce jour, il faisait hyper chaud, mais tellement chaud, c'était caniculaire. J'avais très soif, j'étais fatiguée. Enfin bref, t'étais déjà, non, déjà t'as la posture, elle n'était pas vraiment là déjà. J'étais un peu, voilà. Et donc comme t'as pu peut-être le remarquer, je parle très vite, donc je bafouille aussi très vite. Et quand je suis stressée, je peux Mmh. bafouiller. Et je suis rentrée dans ce restaurant-là, donc je me présente, sauf que quand on me présentant, le mec, il a rien compris. Il me dit, oh là là, j'ai rien compris, allez, fous le camp. Il était à la limite de me Waouh! prendre par le col, tu sais, pour me dire genre fous le camp. Il était Waouh! vraiment, oui, vraiment pas gentil du tout, quoi. Euh, et je suis sortie là, Putain, c'est chaud. ah ouais, non, franchement, 2 fois. Après, ça reste très anecdotique, hein. Heureusement, c'est pas tout ça. Ouais, ouais. Ouais, Mais bon, c'est l'équivalent du je raccroche c'est ça, ou je t'insulte au téléphone. Là, en fait, c'est physique, c'est tu ça, vois. Genre, exactement. c'est C'était vraiment, terrifiant, la prospection de terrain. ah ouais, vraiment, ça m'avait marqué. Je suis sortie de là, j'ai pleuré. Tu sais, j'étais dans mode Normal, hôpital, hein. donc j'ai pleuré. J'ai appelé mon manager, qui m'a voilà, réconforté, consolé. Il m'a dit, bon, c'était presque fin de journée, donc il m'a dit, rentre chez toi. Et demain est un autre jour. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Une Ouais. journée pourrie, demain c'était un autre jour. Et c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, c'était effectivement un autre jour. Où là, je veux en dire, c'est que par rapport à la prospection téléphonique, on se prend des portes, on se raccroche. On a un peu honte devant nos collègues parce qu'on s'est mangé ça m'intéresse pas. Et tu fais genre, d'accord, ok, alors que le mec l'a raccroché depuis. Tu gardes la face. C'est ça, exactement. Et ben, c'est moins, on va dire, je dis pas que c'est humiliant, mais c'est moins, voilà, c'est pas pareil, tu vois, quand c'est en face à face, Ouais. donc ça, c'était dur, mais mine de rien, encore une fois, ça forge et ça forme. Ouais. Quand t'affrontes ça, quand t'as surmonté ça, tu peux tout surmonter, j'ai envie de dire. Ouais, c'est Euh, clair que là, c'est un petit peu c'est ça. le haut de la pyramide, Oui, quoi. c'est ça. Et après, ce que je pourrais dire, c'est pas que c'est dur, mais c'est ce qui est frustrant. J'en parlais, terme frustrant, c'est quand tu closes un contrat et que finalement le service que tu as signé n'est pas délivré. Ça parce que l'organisation n'était pas finalement adaptée Ouais. à des problèmes de riches. Donc on signe beaucoup, finalement elle n'est pas capable de délivrer. Ça, je l'ai vécu dans un ancien poste dans le recrutement où je devais je prospectais des hôpitaux, cliniques pour des profils en pénurie, donc les médecins, les kinés, infirmières et infirmiers. Et donc j'ai signé des contrats, mais on n'arrivait jamais à trouver de candidats. Donc on encaissait l'argent, mais on ne trouvait Ouais. pas de candidats. Donc ça c'est frustrant parce que du coup, finalement t'es satisfaite à moitié parce que tu signes, tu convaincs le client, le prospect de te faire confiance, et finalement t'es pas capable de délivrer la mission. Donc ça c'est frustrant aussi. C'est pour ça qu'il faut être bien. Enfin voilà, ça c'est, je pense que la génération qui arrive a bien conscience de ça, de choisir des boîtes où, sans dénigrer qui que ce soit, mais il y a quand même des entreprises qui ne sont pas encore bien organisées, structurées pour répondre à certaines Ouais. demandes, en masse par exemple. Ouais, Et c'est voilà. ça, ouais. Donc Ouais, c'est clair, c'est quand on développe, un marché ou c'est ça. sur une verticale, si on est, tout secteur d'activité, ça peut être hyper difficile. Nous, on est en première ligne, en fait, Ouais, donc surtout en prospection, enfin, c'est vraiment la galère, quand justement on essaye de prendre des rendez-vous, mais qu'on voit que ça accroche pas trop ou quoi, c'est là, moi, j'ai dans mon réseau, je discute avec, beaucoup de BDR et de SDR qui sont vraiment en difficulté, et mmh, après on leur, rejette la faute dessus, alors qu'en fait, nous, on peut pas non plus, faire des miracles. Si après le produit répond pas à une vraie problématique, c'est ça, ou que le marché est déjà adressé, bah nous on peut pas prendre des rendez-vous, quoi. Donc il faut aussi nous armer pour qu'on puisse faire notre travail. exactement. Donc ouais, je suis complètement alignée avec ça.
Une autre question que j'aurais envie de te poser par rapport à ce que tu viens de nous raconter, parce que voilà, cette longue carrière dans la vente, qu'est-ce que ce métier-là, ces expériences-là, elles t'ont apporté, même en termes humains, tu vois, peut-être que justement, ça a pu avoir aussi un impact sur ta propre personnalité et justement ta vie personnelle. Alors, moi, c'est surtout le management qui m'a beaucoup apporté sur l'aspect humain, Mhm. management donc des équipes sales. Ouais. Puisque donc faut ça, bon, enfin, le métier de management, c'est un métier qui est hyper passionnant pour celui et hyper vraiment moi ça me fait vibrer pour les personnes pour qui voilà pour qui ça plaît. Donc on est entre voilà, on est un peu entre bon la direction et les commerciaux, donc on fait le tampon. Donc la direction va nous transmettre des informations, des objectifs, une certaine pression qu'il faut canaliser avant la descendre auprès des sales. Et les sales, ils ont aussi leurs moments difficiles, ils ont aussi besoin d'être rassurés, ils ont aussi leurs moments de colère, ça Ouais. peut arriver. Et il faut faire le tampon, donc on peut pas, quand un 16 nous dit ouais, pourquoi le partenaire n'a pas été appelé, pourquoi le partenaire n'a pas eu son paiement, bah évidemment je vais pas retransmettre cette information telle quelle au-dessus. Donc il faut aussi là aussi canaliser. C'est pas forcément évident parce qu'on est entre les deux, on se prend des bâches de tous les côtés, mais c'est ça aussi qui est justement d'un point de vue impact humain, a permis moi d'être on parle beaucoup de écoute active en qualité, mais on le sort spontanément parce que on dit qu'il faut avoir une écoute active, mais en vrai de vrai une écoute active c'est pas si facile que ça. On a beau Ouais. dire ah bah oui, bah pour être, enfin, bah, il y a plein de choses, on peut faire plein d'erreurs. Et en réalité, il faut pouvoir vraiment être à l'écoute de son équipe et de la direction, de trouver des De solutions, pouvoir faire le relais, le ouais. relais, et pouvoir trouver des solutions. Voilà, à chaque fois, voilà, faut toujours penser solution. En fait, jamais, dès qu'il y a un problème, on dit faut pas qu'il y ait de problème. Enfin, des problèmes, il peut y en avoir, mais il faut d'ailleurs toujours proposer, être fort de proposition. Quand je vais voir la direction, je vais pas les voir en disant il y a un problème, voilà, je vais présenter un fait, donc voilà, être factuel toujours et pas dans l'émotion, et leur dire bah voilà à quoi j'ai pensé, et pareil du côté sales, l'équipe. Voilà, donc moi en tant que manager, j'ai fait pas mal d'erreurs aussi quand j'ai débuté. C'est Mm. normal, hein, on est propulsé, on passe de 7 à manager, on est propulsé, on n'est pas forcément formé au départ. Les formations viennent après. Et j'ai clairement, et je remercierai jamais toutes mes équipes que j'ai pu manager, parce que c'est vraiment grâce à elles que j'ai pu progresser. Donc oui, mes managers, mes coachs, enfin la direction m'a formé, m'a armé, m'a apporté des conseils. Mais vraiment, vraiment, c'est grâce à mes équipes que j'ai pu. Moi, j'ai un peu toujours le thème transformation parce que c'est vraiment été le cas. Donc et C'est beau. ouais, non mais vraiment c'est pour ça que j'ai et parce que justement, faut mettre son ego de côté. Quand on me dit ouais, on a pu me dire oui, Linda, il y a ci, il y a ça, bah franchement, il faut quand même parce que c'est pas forcément facile agréable à entendre, mais c'est hyper important. Donc c'est plus dans la partie management des équipes sales où il y a un impact même sur la vie privée quoi du coup. Parce que finalement Ouais. ça peut avoir un impact positif sur la vie privée aussi. Et je sais pas si je peux te poser la question de savoir comment t'es arrivé sur ton premier poste de management. Est-ce que c'est une promotion que tu as reçue ou est-ce que c'est toi qui as été la chercher? Parce que c'est vrai que enfin, du contenu que je consomme, on explique souvent que c'est compliqué de promouvoir des femmes en interne au poste de management parce que souvent elles hésitent, elles refusent, elles se sentent pas à la hauteur en fait. Là où leurs collègues homme va vraiment pas hésiter à justement saisir l'occasion de pouvoir monter sur un poste de management. Donc ouais, comment t'en es arrivé là, toi Alors, j'ai été le chercher, on m'a promu. C'est-à-dire que j'ai exprimé l'envie d'évoluer. Au Ouais, départ, c'était pas du tout écrit sur le papier et on m'a dit non. Et on m'a dit non, mais sans me dire non, et puis c'est fini. À un moment donné, on m'a dit non, mais voilà ce qu'il te reste à faire si tu veux évoluer. Donc je parle de ça, c'était chez Groupon, donc c'était 6 mois après avoir intégré Groupon. Euh, ah ok, et donc on m'a fait voilà, du coup on m'a accompagné sur des axes de progression et j'ai travaillé à fond dessus. Et 6 mois après, on m'a promu manager. Donc j'avais au départ que 3 sales, et au fur et à mesure des années, j'ai eu toute l'équipe de Paris. Donc j'avais 30 commerciaux sous ma responsabilité. Et c'était hyper, c'était pareil là encore une fois.
c'est quand on est propulsé manager, on est content, on est fier. Et, ce qui était au départ un peu difficile, c'est que je manage des commerciales, enfin enfin, j'avais des commerciales, donc copines, des nanas, à la base qui étaient amies, on était une amie, et donc après je suis passée leur manager. Ouais, grave. Donc c'est pas forcément évident, mais elles étaient très matures, donc ça a permis de voilà on a fait en sorte que ça se passe bien. Je m'auto-formais, et puis la direction a mis en place des formations normales auprès des managers. C'est hyper intéressant ce truc de t'es propulsé manager et du coup, il y a pas forcément déjà tout l'attirail C'est pour ça, exactement, former les managers en interne c'est ça. ou alors de façon moindre parce qu'on se dit voilà, c'est des gens qui excellent sur leur poste actuel donc ils vont forcément après exceller en tant que C'est manager. ça. Mais ça, c'est le cas dans énormément d'entreprises Ouais. et même d'excellentes entreprises qui justement commencent à s'en rendre compte et mettre en place vraiment des formations pour les managers. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est hyper intéressant cette ascension-là Ouais. parce que je suis sûre que c'est vraiment une carrière que plein de femmes ont envie de poursuivre, Ouais. mais sans trop oser. Il y a aussi, on en avait parlé avec Laetitia, mais ce côté, quand on est manager, on n'est pas la première à sortir du bureau et du coup, ça a aussi un impact après sur notre vie personnelle. Mm. Il faut pouvoir aussi faire ce sacrifice-là, quoi. Ouais, donc c'est pas le cas de toutes les femmes malheureusement, vu que dans les foyers, ça peut ne pas être 50-50 avec le conjoint ou la conjointe C'est ça. à ce moment-là, quoi. Bah Ouais. d'ailleurs, Groupon était pour le coup, niveau parité, était plutôt bien. C'est-à-dire que il promouvait? Oula, je perds mes mots. Promouvait. Je sais pas si je Ouais, peux 100% t'aider sur ce mot-là. il Ouais. mettait, enfin en tout cas, faisait évoluer, voilà. C'est plus des autant de femmes que d'hommes. Mais c'est vrai que sur les postes de terrain, pour les promotions internes, les candidatures internes, on recevait peu de candidatures de femmes parce que elles-mêmes, elles Ouais. s'auto-sabotaient entre guillemets. Elles se disaient parce que du coup ça impliquait des déplacements, et du Ouais. coup elles disaient mais oui mais est-ce qu'on va vraiment me donner le poste parce que je suis une femme, maman, etc. Donc et c'est dommage. Et du coup on a beaucoup communiqué, enfin pas nous mais la direction a communiqué sur le fait que voilà chacun, tout le monde a sa a des chances d'être. En fait, on fait Ouais. pas en abstraction de la vie privée. Chacun, si tu as des compétences que tu as prouvées, tu peux. Linda, moi j'ai envie de te poser aussi une question que j'ai l'habitude de poser dans le podcast, c'est parler de compétition, savoir si tu es quelqu'un de compétitive dans ton métier et ou dans la vie personnelle aussi, est-ce que il y a une frontière ou pas? Ouais. Alors, de fou. Franchement, c'est ce qui est en fait, c'est parce que quand je parle de tenace et persévérance, c'est ça, c'est que j'aime trop la compétition. Je veux toujours être première, tout le temps première. Enfin, c'était en tout cas mon objectif à chaque fois. Et c'est ce qui fait que toi, quand je te parlais de je travaille énormément, c'est que pour arriver à la première place, il fallait que je travaille énormément, peut-être plus que les autres. Et en tout cas, et dans chaque expérience que j'ai eue, j'ai toujours été à un moment donné première, 3 années d'affilée, ou la première année, enfin tu vois, parce que c'était mon objectif. Et donc ça, donc personnel, donc satisfaction personnelle. Et également après, tu sais, quand tu es du début de sales, enfin quand tu es sales, t'aimes bien être aussi valorisé, être mis en avant. Et je cherchais ça à Ouais. l'époque. Je cherchais aussi ça, c'était un peu aussi voilà, ah ouais, c'est elle, Linda, trop bien. Enfin, c'était bon, depuis on change de vision, mais à l'époque c'était ça. Donc la compétition, même en tant que manager d'équipe, c'était mon leitmotiv aussi. Et c'était pour ça que parfois j'ai pu faire des erreurs, justement, c'est parce que je voulais que mon équipe Ouais. réussisse, et que parfois je passais à côté de choses enfin voilà, je passais à côté parce que je voulais tellement que l'équipe réussisse que je passais parfois à côté de certaines choses. Donc très vite, comme je te disais, j'expliquais, j'ai changé tout ça. Mais du coup, et quand je parle que mon équipe, j'ai aussi progressé grâce à mon équipe, c'est que mon équipe me le rendait aussi bien parce que je les poussais à réussir, à faire monter en compétence. Donc du coup, eux aussi progressaient, et eux aussi faisaient leurs objectifs. Et donc du coup, ça crée une certaine vraiment cohésion d'équipe. Et souvent, quand il y avait des challenges team, bon, il y en avait ponctuellement.
et Ouais. ben, tout le monde se battait, tout le monde se battait pour le réussir. Et c'est vrai que c'est clairement, ouais, je suis dans la compétition, mais pas malsaine par contre. C'est-à-dire qu'on va pas. Pas malsaine, Ouais, hyper ouais, important. Parce que justement, c'est ce que j'explique à chaque fois dans les épisodes de podcast, moi je prône la compétition saine, parce mm, que je suis hyper compétitive mm, aussi, mais il faut vraiment pas que ça porte préjudice aux autres c'est et au ça. reste de l'équipe. Du coup, c'est vraiment une compétition, tu vois, qui nous porte et qui porte les autres vers le haut. Du coup, voilà, moi dans ce podcast-là, j'ai pris l'habitude de sortir ma boîte à outils sororité, pour qu'on puisse se donner des petits tips entre compétitrices. Qu'est-ce que c'est la boîte à outils sororité? C'est juste une sorte de fourre-tout où je récolte en fait des avis, des expériences de femmes qui permettent de me construire et de m'empouvoirer, mais sans faire du tort aux autres femmes qui m'entourent. Du coup, pour débuter cet échange de deuxième partie, j'aimerais te poser la question, savoir si tu pouvais me donner ta définition de la sororité, sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, de réponse pardon, à cette question. Alors, je pense que je vais pas être dans l'innovation, hein. Je pense que la décision que je vais donner, c'est beaucoup la donne. Je dirais ne pas se tirer dans les pattes, être solidaire, dans l'entraide. Quand je dis l'entraide, c'est s'apporter donc c'est donner et recevoir. C'est pas seulement recevoir et pas seulement donner, je pense. Parce que finalement, on apporte, tu sais, c'est un peu comme quand tu vas dans un dîner avec des amis, chacun apporte quelque chose, apporte un petit plat, le dessert ou Ouais. l'entrée, la bouteille, enfin voilà, chacun apporte quelque chose. Et je pense que moi, je le vois comme ça. La personne qui peut pas donner, bah, c'est pas grave parce que si elle a pas, ou en tout cas, si elle a l'impression qu'elle peut pas donner parce que justement, elle se sent pas légitime, on doit l'aider à faire en sorte qu'elle est importante tout aussi importante que les autres et qu'elle a forcément quelque chose à donner. Donc, je le vois comme ça. Enfin, je sais pas si c'est, Ouais, carrément, si, si, c'est très beau justement ce cercle de pouvoir, il y a à la fois donner et à la fois recevoir, c'est hyper important. Quel est toi ton rapport à la sororité aujourd'hui, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans l'exercice, de ton métier? ouais, alors justement, sans faire dans le féminisme, tu sais, ouais, girl power, machin, c'est pas, je le vois pas comme ça, mais en tout cas, ma dernière expérience, j'ai toujours eu à cœur de mettre en avant les femmes, même celles qui, sales ou pas, ou autour du sales, hein, sales ops, CSM, etc., pas seulement sales de Ouais, pur, et apporter de l'entraide dans les équipes. Et par exemple, moi j'étais une des seules femmes managers, pas la seule, hein, il y avait d'autres, hein. Mais c'est vrai que je regrette avec d'autres qu'il n'y a pas eu assez parfois peut-être d'échanges avec d'autres équipes qui n'étaient pas forcément au siège. Donc c'est ça aussi mmh. quand tu as des équipes qui sont un peu enfin, qui sont en région, c'est pas forcément simple, mais justement la conscientise peut-être pas assez la sororité. Et par rapport à ce que je donnais comme définition, j'aimerais vraiment que ce soit appliqué et que dans la vie de tous les jours, je puisse l'appliquer. Et est-ce qu'il y a une expérience, de sororité dont tu te rappelles que tu as vécue, que ce soit dans l'exercice de ton métier ou dans ta vie, de tous les jours? Est-ce qu'il y a peut-être une expérience qui te vient, quelque chose qui t'a marqué? Alors, c'est une expérience qui m'est arrivée effectivement dans pro, où alors je sais pas comment dire ça. Donc j'étais en fait, j'avais un projet personnel et du coup, on avait des difficultés, etc. Donc ça demande ça prend du temps du coup sur le plan pro. Ouais, beaucoup de Et patience, voilà, beaucoup c'est ouais. ça, beaucoup de rendez-vous et autres. Donc ça, c'était la direction était informée parce que pour pouvoir m'absenter, bah, fallait que la direction soit informée de ce protocole. Et Ouais. j'ai retrouvé une forte solidarité féminine que ce soit la DRH, la directrice et les ops, que des nanas. Et ça m'a fait chaud au cœur dans le sens où, bah, en fait, on peut souvent dire, ouais, les nanas, elles se tirent toujours entre les pattes, elles ont les dents qui arrivent le parquet, mais en fait, quand t'es dans la difficulté, bah, t'es pas, on te marche pas dessus, au contraire, on te relève. Tu vois, c'est là aussi où la frontière, perso et pro, parfois, elle peut être un petit peu brouillée parce que forcément notre vie personnelle, elle a un impact sur, notre, day to day, at work, quoi. Donc en fait, c'est pour ça que je demande toujours les 2 dans ma question parce que c'est vrai que ça interagit, de toute façon entre elles, quoi.
Et du coup, ouais, dans tes expériences professionnelles, toi, t'as pas vécu justement d'expériences entre femmes qui pouvaient être un petit peu plus compliquées parce que par exemple, moi, ça m'est arrivé, c'est arrivé aussi à d'autres femmes que j'ai invitées sur le podcast. Toi, c'est pas quelque chose qui a marqué Non, non, parce peut-être la chose que je pourrais dire, c'est que au début, donc quand j'ai commencé ma carrière de management, même ma carrière de sales tout court, c'est que, comme j'ai l'esprit de compétition, effectivement, je pouvais paraître, au départ individualiste, donc justement pas assez proche de, de, de mes collègues féminines, parce que c'était Ouais, tellement masculin qu'il fallait que je me disais que, en fait, il y avait beaucoup voilà, d'hommes, et que moi je voulais être au-dessus d'eux en fait, que voilà, en fait si tu veux et quand j'ai réalisé ça, et très très vite, hein, parce que justement j'ai quand j'ai réalisé ça, typiquement c'est pour ça qu'on m'a dit c'était typiquement pour ça qu'on m'a dit que si tu veux évoluer, il faut que tu sois moins individualiste. Et déjà quand ouais, on me dit, mais je dis mais moi pas du tout, je suis pas du tout individualiste, parce que moi pour moi c'était pas possible que je le sois, mais bon, on essaie de me le dire, je me dis peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il faut que je revoie là. Et ben là hop, j'ai tout de suite je me suis rapprochée de mes collègues féminines, surtout celles qui débutaient dans la boîte, pour les aider à, voilà, à leur donner des tips, etc. Et voilà. Donc, c'est vrai que dans cet univers-là, on a tendance parfois, comme c'est plus très masculin, bah, parfois à vouloir tout défoncer pour pouvoir arriver en haut, quoi. ouais, c'est ça, se faire sa place. Ouais. Moi, c'est clair, c'est un super exemple, mais du coup, hyper intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur ce sur quoi tu as dû travailler pour après pouvoir avoir accès au poste en management, c'est hyper important parce que c'est vrai que quand on veut faire ses preuves, encore plus quand on est une femme Mm. dans les métiers de la vente, bah, on a tendance aussi, c'est normal, à vouloir atteindre ses objectifs et on se met même parfois la pression toute seule, etc. Et du coup, après, on peut avoir justement un petit peu des œillères sur ce qui se passe dans le reste de l'équipe ou même dans les autres équipes parce qu'on est sans que ce soit notre faute aussi, ultra focus sur notre propre performance. Donc c'est cool qu'ils aient pu te le dire et que toi, tu aies pu avoir justement ce réflexe de te dire... c'est là où justement, faut pas trop avoir d'ego quand on veut progresser, je trouve, au C'est travail. ça, exactement. Ouais, Et même avec quand j'étais manager, avec du coup mes sales féminines, j'avais, ça pouvait donner l'impression que j'étais peut-être plus dure, quand on dit pas plus dure, plus exigeante avec les nanas qu'avec les mecs. Et ça, pareil, quand j'en ai pris conscience, j'ai dit, mais en fait, non, faut que ce soit, enfin, déjà, chaque sales a son propre parcours, son parcours de vie et parcours pro. Donc, je dois adapter mon management en fonction de chaque personne. Mais je voulais encore une fois, tu vois, c'est comme je disais tout à l'heure par rapport à la compétition, c'est que dans mon objectif était que valoriser les femmes, et que parfois je pouvais du coup je passais à côté de certaines choses parfois, tu vois. Mais pareil, ça ouais, c'était un début de carrière, et quand et très très vite tu comprends que bah, c'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne, qu'il y a plein d'autres manières enfin, il y a plein d'autres manières de faire monter en compétence tes équipes, quoi. ouais, ouais, carrément. Mais écoute, Linda, on va passer à la partie reco. Puisqu'on est dans l'édition vente de ce podcast-là, est-ce qu'il y a une femme qui travaille dans la vente qui t'inspire ou qui t'a inspiré au quotidien? Ça peut être une proche, une collègue ou une femme un petit peu plus connue, peut-être dans l'environnement LinkedIn. Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête? Il y en a une, je pense à une personne qui maintenant est freelance, enfin elle est à son compte. Elle était dans mon équipe Ouais, il y a quelques trop bien. années. Donc je pense à elle. Et après aussi peut-être une autre nana qui est Head of Sales chez Swile, donc Andy, qui était mon ancienne collègue chez Groupon. Ouais, Camara. Andy avec c'est IE. Et Anaïs Cordo aussi. Anaïs Cordo, c'est celle qui est à son compte. Et du coup, vu qu'on n'est pas radin en reco, Linda, est-ce qu'il y a une autre femme qui t'inspire, peut-être d'autres d'ailleurs au pluriel, qui t'inspire dans la vie en général, donc là pas forcément reliée au monde de la vente? Ouais, il y a ma mère déjà, mais bon ça, on va la Déjà? elle a Mais c'est très bien, c'est très 62 bien. ans, on va la laisser tranquille. Heu, tu Alors oui, non, je rigole. Heu, bah, en fait, j'avais déjà fait sur un ancien interview, j'avais répondu à cette question en disant que toutes les femmes m'inspirent, aussi bien celles qui élèvent seules ses enfants,
aussi bien la femme dans la montagne, en Algérie, au Maroc, qui fait la traite des vaches, aussi bien la fondatrice d'une boîte qui cartonne et qui s'est battue toute seule pour réussir. Donc vraiment, ça va je veux dire, il y a beaucoup de femmes m'inspirent en fait. C'est même enfin même de l'époque, je veux dire, c'est pas seulement même récemment. Donc j'avais répondu ça parce que il y en a tellement en fait qui est tellement femme inspirante que sur lesquelles on se retrouve dans notre histoire, c'est une partie de notre histoire. Mais en tout cas, c'est très beau ce que tu as dit sur justement puiser son inspiration bah, dans toutes les femmes de tout horizon. C'est comme ça toujours être à l'affût. On reste comme ça toujours à l'affût de justement l'inspiration qu'on peut puiser d'expériences d'autres femmes. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de vraiment mettre en place au quotidien. Et c'est aussi pour ça que c'était important pour moi dans ce podcast d'interroger et de discuter avec des femmes qui travaillent dans la vente, mais aussi qui ont travaillé dans la vente et pas forcément sur des postes aussi à haute responsabilité. Ça peut être voilà, des vendeuses en magasin, de la vente directe. C'est aussi des métiers de la vente qui peuvent être durs tous les jours. Donc, ouais, franchement, je suis totalement alignée avec toi. Qu'est-ce que tu dirais peut-être à une femme justement qui souhaite s'orienter ou se reconvertir dans la vente si tu avais quelque chose qui te vient comme ça, un petit conseil Alors, bats-toi, ne lâche rien. Non mais c'est vrai que comme ça spontanément c'est ça, mais que en fait c'est-à-dire que tout ce qui est technique, faut pas avoir peur. Tout ce qui est technique, ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend et il faut juste pas avoir peur de franchir le cap. Si parce que forcément tu as forcément une qualité qui ressort de ton expérience ou tu une qualité personnelle qui va t'aider dans cet univers. Bah, écoute Linda, c'est bientôt, la fin de l'épisode, mais avant ça, moi, je veux te poser quelques petites questions supplémentaires, sur toi. Savoir déjà dans un premier temps quelles sont tes passions dans la vie, si jamais tu en as? Alors, donc, passion, alors j'aime bien cuisiner. C'est cliché, mais j'aime bien cuisiner. Donc, j'ai longtemps aussi été sportif. Je faisais beaucoup de sport, de running, et de la musculation, mais depuis quelque temps, là, je suis un peu mauvaise élève, mais à la base, j'étais vraiment passionnée par ça. Après, je dirais, je suis une curieuse, c'est-à-dire que je vais me former régulièrement sur tout ce qui est nouveau, en fait, tout ce qui va être innovant, tout ce qui, tout ce qui est nouveau, ça me fait pas peur, ça me fait kiffer, en fait. J'aime bien apprendre de nouvelles choses, des choses que je connaissais pas, même parfois rien à voir. Par exemple, là, j'avais envie d'apprendre la mécanique. Tu vois, le truc, non, mais carrément, Yes! parce que je me suis retrouvée en difficulté avec ma voiture. Je me dis, mais purée, mais en fait, moi, je peux le faire aussi parce que tu dépends toujours d'un mec, d'un garagiste. Enfin, voilà. Et puis, De ouf. donc, et puis c'est ça. Et puis, même, pareil pour le bricolage. Tu vois, c'est toutes ces choses-là où, en fait, toutes les choses qui vont m'aider à être plus indépendante. Encore Trop une bien. fois, sans être dans le féminisme. Trop féministe. Être féministe, c'est bien, mais c'est Non, pas mais trop, ouais, c'est trop bien, c'est hyper bien. Est-ce que tu as peut-être un prochain projet aussi, pro ou perso que tu as envie de partager avec nous? Alors, j'ai un projet effectivement pro, mais pour l'instant, je suis aux prémices et c'est pas que je veux pas en parler, mais c'est vraiment dans les prémices et Ouais, ouais, c'est tout nouveau, ouais, c'est quoi. tout nouveau et je suis en discussion avec une autre boîte pour pouvoir m'aider justement. Donc c'est là la vidéo, mais dans la partie dans le domaine toujours de la vente. OK, trop bien. C'est un projet pro Voilà, top secret, voilà, donc il faut te suivre pour avoir, c'est dans ça. quelques semaines, quelques mois, des news de ce projet-là, quoi. Très bien, très bien. Bah, écoute Linda, je vais terminer du coup avec une question. Oui. Ce serait, pour résumer, comment justement faire preuve de sororité au quotidien, en tant que sales, pour toi? Alors, observer, quand je dis observer, c'est observer son environnement. Apporter des tips, des conseils à une personne qui le demande si on a la, si on a les, si on sait lui répondre, si on peut lui répondre évidemment. Ne pas être égoïste, voilà, ne pas être égoïste et penser qu'à soi. Vraiment être dans l'échange,
dans le partage. Et voilà, enfin voilà, quand je dis pas être égoïste, c'est vraiment ne pas être radin, quoi. Allez, partage, donne ce que tu peux donner. Voilà, c'est la solidarité. Et puis, et on se monte, on se tire vers le haut. Voilà. En gros, c'est se tirer vers le haut. Ouais. On se tire vers le haut. Et ben, ce sera le mot de la fin. C'est trop bien. On les sœurs, hein. Merci beaucoup, Linda. Ouais, de ouf. Trop, trop bien. Bah écoute, Linda, ça m'a fait super plaisir de t'avoir sur ce podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Il y a eu plein de choses hyper enrichissantes et des propos sur lesquels j'ai envie de continuer à échanger avec toi après l'épisode là. Donc merci beaucoup pour ta présence. Merci pour ça. J'espère que tu as passé un bon moment. Et du coup, les gens peuvent te retrouver peut-être quelque part s'ils veulent venir te parler sur LinkedIn. J'ai vu que tu étais quand même assez active. Oui, LinkedIn avec, ouais, j'y suis, voilà, et je réponds généralement aux messages. J'accepte 89% des demandes de connexion. Donc je regarde un petit Ok, peu trop les bien. profils, voilà. Donc ouais, non, il y a pas de Donc on peut aller te prospecter si jamais tu es parfait, dans notre persona, c'est tu ça, acceptes bien. Bon c'est bah ça. trop cool. Trop bien. Bah merci beaucoup Linda pour cette session, c'était super. Je te souhaite une bonne fin de journée parce que là on est after work donc on Oui, va aller se détendre et retourner dans nos vies pour pouvoir déconnecter du travail. Merci beaucoup. Et puis je te dis bah à une prochaine fois avec grand plaisir. bah, merci à toi Maureen et merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu. En tant que femme, appliquer la sororité au quotidien m'a donné l'opportunité de ne plus nous voir comme des ennemis, mais comme des alliés. Depuis que j'ai découvert le principe de sororité, mes interactions avec les autres femmes ont complètement changé et j'espère que cet échange t'a inspiré à voir les choses différemment. Si tu penses à une femme inspirante de ton entourage qui travaille ou a travaillé dans le domaine de la vente, n'hésite pas à lui parler du podcast Oh les Sœurs Édition Vente et à lui dire de me contacter sur LinkedIn ou Instagram si elle souhaite juste papoter ou carrément passer derrière le micro. Enfin, si tu peux prendre le temps de donner 5 étoiles au podcast et de le partager pour m'aider à le faire découvrir à d'autres personnes, je t'en serais très reconnaissante. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Oh les Sœurs. Tchuss!